tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte. Une initiative sur le plan local, régional ou même national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire de cette nouvelle émission s'attarde cette fois-ci sur le très beau département de l'Ain et son plan ambition collégien. Quel est le projet éducatif, pédagogique pour les 36 000 élèves? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. L'Ain, département qui a négocié avec brio son virage vers le tout numérique. Comment s'articule cette numérisation de l'enseignement? Là aussi, on en parle dans le MAG. Et puis dans le MAG, vous le savez, c'est une tradition, il y a la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'un labo de maths pensé par une directrice d'école et une enseignante. Et c'est assez révolutionnaire. Révolutionnaire, oh là là. J'ai hâte de voir ça. C'est parti. Et l'expression orale, c'est avec Véronique Baud. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vice-présidente déléguée à la jeunesse, au collège, à l'éducation et à l'enseignement supérieur de l'Ain, conseillère départementale également du canton de Gex et première adjointe de la très belle ville de Divonne-les-Bains. Tout à fait. Vous avez tout dit. Oui, si on veut se remettre en forme en santé, effectivement, avec des très belles stations thermales, il faut le dire. Nous sommes une station thermale. Malheureusement, notre établissement est fermé actuellement, mais nous ne désespérons pas et nous faisons tout pour qu'il réouvre d'ici 2 ans. D'ici 2 ans? Pourquoi 2 ans? Parce qu'il faut que l'on retrouve un repreneur, un gestionnaire, et qui aura à charge, malheureusement, un gros programme de travaux pour mettre à jour l'établissement thermal en termes de rénovation énergétique, mais aussi en termes de besoins par rapport au thermalisme, par rapport à la remise en forme. Donc voilà un projet ambitieux qui est porté par la ville et qui est accompagné par la ville. Et j'espère que l'on trouvera un repreneur très rapidement. Ici, parce que c'est vrai que c'est l'une, sinon même votre vitrine. Alors, Divonne-les-Bains est la seule station thermale du département de l'Ain. Quand l'établissement a fermé, nous étions environ à 1000 curistes et nous avons 2 indications thérapeutiques, comme on les appelle, donc la psychosomatie, les maladies psychosomatiques, et puis la rhumatologie. Donc voilà, 2 indications qui sont importantes et qui sont très complémentaires. Alors, vous êtes délégué, je le disais, à la jeunesse et au collège, à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Combien de collèges? J'ai eu 51 collèges Alors publics. aujourd'hui, nous avons 51 collèges publics, 14 collèges privés, mais à la rentrée prochaine, donc nous allons ouvrir notre 52e collège dans le pays de Gex, donc à Ornay, un secteur, le pays de Gex, très dynamique puisqu'il se trouve à la proximité de Genève. Comment s'articule le plan Ambition Collège? Alors, nous avons, depuis 2021, souhaité effectivement mettre ce plan Ambition collégien, fait partie des 6 chantiers prioritaires du département. Aujourd'hui, le département de l'Ain, c'est quasiment 700 000 habitants, une dynamique forte puisque nous avons à peu près 6 000 habitants par an et une population assez jeune. 6 000 habitants par an? 6 000 habitants par an. C'est énorme. Donc, le département de l'Ain avec la région, pas la région, mais le département de la Haute-Savoie, donc fait partie des 2 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes les plus dynamiques en termes démographiques. Donc, on a surtout 2 secteurs de l'Ain qui sont très dynamique, donc le pays de Gex à proximité de Genève et la partie la côtière qui est à proximité de la métropole de Lyon. Concernant justement la rénovation sur un plan énergétique, la rénovation du bâti, comment on fait d'une contrainte une force au final? Alors d'abord, on a fait un audit sur tous les collèges puisque notre plus vieux collège datait des années 70. Donc, on a engagé depuis 3 ans maintenant un plan de rénovation énergétique ambitieux autour de 4 collèges pour un montant de 7 millions d'euros. Donc, on commence bien sûr par faire un audit du bâtiment et généralement, on part sur une rénovation extérieure du bâti, avec aussi, compte tenu des réglementations, toute la rénovation autour de l'air. Donc là, on a déjà fait la rénovation de 3 collèges. Il y en a un qui va se terminer. Il se trouve que c'est celui dans ma commune d'Yvonne-les-Bains. Et nous allons entamer l'année prochaine, celui de Gex également dans mon canton. Donc à chaque fois, ce sont des travaux qui durent à peu près 1 an, qui se font en site occupé.
Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que c'était les grandes vacances et les vacances scolaires, mais là, si on veut rénover le plus vite possible... Tout à fait. Voilà. Donc ça fait partie effectivement du plan ambition collégien. Ce plan ambition collégien a 3 axes. Le premier, c'est donner à tous nos collégiens toutes les chances de pouvoir éduquer dans de bonnes conditions. Donc c'est les collèges. Le deuxième axe, c'est contribuer à l'appropriation des valeurs de la République et de tout ce qui concerne la citoyenneté. Et le dernier axe qui concerne plutôt l'épanouissement et la réussite des élèves. Concernant la rénovation, encore une fois, comment on gère l'équation qui est terrible en ce moment, parce qu'on sait que tout flambe, tout augmente et que ce n'est pas parti pour s'inverser, et qu'en termes de matériaux, ça chiffre vite. Comment vous faites et comment vous faites les arbitrages? Alors, on a cette année, en 2023, le temps passe vite, voté un référentiel bâtimentaire. Ce référentiel bâtimentaire s'occupe aussi bien des surfaces, aussi bien des surfaces intérieures, des extérieures, d'aménagement des bureaux. Et je dirais que le fil conducteur, c'est la sobriété. Sobriété énergétique, mais aussi sobriété financière. Et ça marche ? Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Alix. Et les élèves sont impliqués dans la réflexion ? Alors, on essaye de les impliquer parce qu'on a beaucoup de collèges dans le département qui sont labellisés E3D, donc développement durable. Et effectivement, quand il y a des programmes de rénovation, donc d'abord, on présente le projet au conseil d'administration. Enfin, il y a tout un travail qui est fait en amont d'appropriation. Et puis oui, quand les élèves sont partants, notamment les éco-délégués, on les implique. Je crois que c'est important. Au département, on a tenu compte de certaines rénovations où on s'est aperçu qu'au final, on n'avait pas assez impliqué les utilisateurs. Donc ça nous a servi de leçon, des erreurs, on apprend. Et nous, donc justement, on a appris à mobiliser tous les acteurs, donc que ce soit aussi bien, les élèves, les professeurs, bien sûr la direction, mais aussi le personnel du département, puisqu'on a plus de 500 agents qui travaillent dans les collèges publics du département. Et en termes d'inclusion, c'est pensé aussi pour les enfants en situation de handicap ? Tout à fait. On a en plus au département un plan handicap 01 et à tous les volets, en fait, je dirais, de toutes nos politiques départementales, oui, l'inclusion est bien prise en compte et on a notamment au département de l'Ain un chargé de mission et avant on va dire chaque livraison mais même bien en amont il est chargé en fait de vérifier la conformité par rapport à l'accès PMR de tous les locaux qui sont livrés. Quelle est la place concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire dans votre plan collégien ? Alors, la place réservée au gaspillage alimentaire est importante puisque dans le département, donc je vous dis 52 collèges publics, on en a 4 qui sont gérés soit par une commune, soit par la région, 12 qui sont en délégation de services publics et donc le reste, 32, qui sont directement en régie directe. D'accord. On a depuis 4 ans maintenant donc une personne qui s'occupe de tous les restaurants scolaires, avec effectivement la question de l'accompagnement des chefs, mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le département de l'Ain adhère depuis 4 ans à une plateforme qui s'appelle AgriLocal, que vous connaissez certainement, donc qui est chargée pour faire la mise en relation des fournisseurs et des acheteurs, uniquement dans la restauration collective. Des fournisseurs locaux ? Du coup, les fournisseurs, en fait, ils sont locaux, je dirais, dans un rayon d'une centaine de kilomètres par rapport au lieu d'implantation du collège. D'accord. Donc aujourd'hui, le département, il y a 38 départements qui adhèrent à cette plateforme. Et le département est le premier en termes de volume d'achat. Donc ça représente 1,8 million de denrées qui sont achetées sur cette plateforme avec du bio, mais du raisonné. Donc l'objectif est quand même à terme, est bien d'arriver à satisfaire tous les objectifs de la loi Egalim. Et sur la transition alimentaire, vous avez le sentiment d'être à la hauteur, d'être à l'heure, ou il y a encore un petit peu de retard ? Parce qu'on partait de loin tous. On part de loin. Je pense qu'il faut qu'on s'adapte. On ne pourra pas satisfaire
100% des méthodes alimentaires. Moi, je crois que ce qui est important, c'est effectivement d'abord de se conformer à la loi Egalim, c'est de faire en sorte que les enfants, que nos collégiens, on voit très bien que les comportements alimentaires entre la 6e et la 3e évoluent aussi. Et le temps de cantine, pour nous, c'est aussi un temps d'éveil, un temps de convivialité et un temps de découverte. Et on arrive à les garder assez longtemps, justement, à la restauration scolaire, plus que 8-10 minutes, parce que moi j'ai le souvenir que c'est vrai qu'ils mangeaient en 8-10 minutes. Là, il reste plus longtemps. On est plutôt sur un temps, je dirais, de 30 minutes. C'est déjà bien. J'ai participé la semaine dernière au 2e salon agri-local et j'ai pu assister notamment à une présentation des selfs participatifs qui ont été mis en place dans quasiment tous les collèges du département du Puy-de-Dôme. Donc on va regarder comment c'est quoi un self participatif? Eh bien en fait, les enfants viennent se servir en partie directement, donc non seulement ça les responsabilise, mais en plus ça nous permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Tout à l'heure vous parliez du gaspillage alimentaire, on a beaucoup d'actions. On avait répondu à un appel à projet lancé par l'ADEME, Territoire zéro déchet, zéro gaspille, où là on avait des intervenants qui montraient à nos jeunes comment se servir, dire aussi aux personnes qui sont derrière le self, petite faim, grande faim, avec des assiettes différentes et avec aussi des boîtes pour montrer les gaspillages en termes de pain. Donc voilà, il y a plein d'actions et je crois qu'il faut aussi, pour que ça réussisse, c'est bien que tous les acteurs de la chaîne alimentaire, les chefs, les AED, on soit tous là et on partage le même projet. Quelle est votre définition de la numérisation de l'école et est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Parce qu'on a vu qu'il y a tous ces débats. Il y en a qui étaient à fond sur le numérique et qui reviennent un petit peu. Vous situez où, vous, dans le département? Alors, nous, au département, on a lancé depuis 3 ans un plan ambitieux du numérique avec l'équipement de tous nos collèges, avec des vidéoprojecteurs, avec des salles informatiques. On a signé une convention du numérique éducatif avec l'Éducation nationale. Oui. Aujourd'hui, le numérique est incontournable puisqu'on sait qu'il y a des tests à faire passer. Mais je dirais, attention, notamment chez les tout-petits. Et les professeurs sont formés ? Les professeurs, sont formés par nous quand c'est du matériel que nous installons. Sinon, ils sont formés par l'Éducation nationale. Là aussi, l'objectif, c'est vraiment d'impliquer les utilisateurs, puisque après, c'est facile d'installer du matériel, mais s'ils ne sont pas utilisés, c'est du gâchis d'argent public. Mais ils sont demandeurs aujourd'hui, les professeurs? Oui, ils sont demandeurs. Le problème, c'est qu'il faut arriver à avoir un fil conducteur, parce que si chacun y va de sa propre demande, vous vous rendez compte qu'avec 52 collèges, il est difficile de faire du cas par cas. Alix. Quelle est la place de l'éducation à la citoyenneté ? Alors, l'éducation à la citoyenneté fait partie des différents dispositifs éducatifs que nous avons, puisque chaque année, on propose aux professeurs différents appels à projets et celui-ci en fait partie. Et nous allons déployer dès la rentrée prochaine une petite vidéo, un petit module d'éducation à la citoyenneté et surtout d'éducation aux compétences du département, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de jeunes, malheureusement, ne connaissent pas les compétences du département et on sait que c'est une collectivité qui accompagne la population de l'enfance jusqu'au grand âge. Donc voilà, ça c'est aussi un moyen pour nous de faire de l'instruction civique et puis de susciter chez certains jeunes, je l'espère, le sens de l'engagement citoyen. Après, on a aussi un autre dispositif qui s'appelle le parcours méritant. Le parcours méritant récompense non pas les bons élèves, parce que c'est facile pour certains d'être récompensés, mais surtout les élèves qui, par leur implication au sein de l'établissement, au sein du collège, mais aussi par les progrès qu'il a pu faire tout au long de sa scolarité, est récompensé par ce parcours méritant. Parcours méritant qui aujourd'hui est quasiment déployé dans tous les collèges et qui avait fait l'objet il y a déjà 4 ans maintenant de discussions et de partage, bien sûr avec l'Éducation nationale. Cette récompense, comment ça se matérialise ? Alors ça se matérialise par un abonnement dans un journal. Il y a à peu près, je crois, une trentaine de journaux, papier et numérique, donc maintenant qui sont proposés aux jeunes et les élèves qui sont boursiers ont droit à une bourse par le département. Est-ce qu'il y a un conseil municipal jeune à Divonne-les-Bains ?
Il y a un conseil municipal jeune à Divonne-les-Bains que j'avais eu l'honneur de porter parce que pendant 2 mandats, j'étais adjointe aux affaires scolaires. Et maintenant, voilà, j'ai changé de délégation. Je m'occupe plutôt du tourisme et du thermalisme. Mais oui, il y a un conseil municipal des jeunes. Est-ce que c'est un levier puissant justement dans cette quête de la citoyenneté? Alors, écoutez, on assiste à quel type de débat? Aujourd'hui, je dirais oui, parce que nous avons dans notre conseil municipal actuel, je dirais pas des vieux, mais le normal, ni les jeunes, ni les aînés, parce que nous avons un aîné aussi, eh bien nous avons 2 jeunes qui sont passés par ce conseil municipal des jeunes. Donc je crois que tout ce qui est éducation à la citoyenneté, tout ce qui est éducation à l'engagement, eh bien est important et servira à faire eh bien, des citoyens et surtout des adultes éclairés et avisés qui auront, j'espère, ce sens de l'engagement, politique peut-être, mais associatif. Et de toute façon, l'important, c'est effectivement de s'engager. Vous les sentez intéressés par les institutions ou il y a encore un fossé? Moi, je pense qu'il faut savoir leur parler aux jeunes. Et moi, je vais très souvent dans les classes qui me le demandent, soit des classes d'élémentaire, soit des classes de collège, prochainement encore un lycée, pour expliquer le rôle de la collectivité départementale, ce qu'on fait, comment on monte un projet, quels sont les budgets, voilà, pour expliquer aux jeunes eh bien, tout l'intérêt de tout ce qu'on fait en fait, parce que pour eux ça leur paraît extrêmement loin. Oui, et puis mal peut-être que l'entité, le conseiller départemental non plus n'est pas une personne identifiée physiquement. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller à leur rencontre. Moi, quand j'interviens, par exemple, je suis intervenue il n'y a pas très longtemps dans une classe de CM1, j'ai mis mon écharpe d'élu, donc tout de suite ça apporte un peu une certaine solennité à la fonction. 10, le chiffre 10 milliards d'économies, c'est ce que souhaite faire l'État. Oui. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Je ne veux pas vous stresser, mais c'est un chiffre quand même assez important. Alors que j'ai quand même le sentiment que ça fait quelques mois, quelques années que vous êtes déjà un petit peu au régime sec. Là, ça pourrait drôlement se durcir. On fait comment? Alors, nous, au département, on a comme axe prioritaire l'éducation. Bien sûr, en plus de nos cœurs de compétences, à savoir l'action sociale. Donc aujourd'hui, au département, le premier budget d'investissement, c'est le budget de l'éducation. En termes de bâtiments, mais aussi en termes de fonctionnement, puisqu'on a plus de 19 millions chaque année qui sont consacrés à faire vivre nos collèges, à accompagner les projets pédagogiques. Mais oui, c'est pas facile. Donc là, tout à l'heure, on parlait de sobriété en termes bâtimentaires. Il est clair que les collèges que l'on construira dans les années à venir, puisqu'on travaille d'ores et déjà sur un nouveau plan collège, un plan bâtimentaire 2024-2030, eh bien, on va regarder si on ne peut pas faire des extensions avant de se lancer dans un nouveau projet. Voilà. On est aussi soumis maintenant à des lois, notamment la loi ZAN sur la zéro artificialisation des sols. Donc on consomme moins d'espace. Donc voilà, c'est toute une nouvelle approche qu'il faut avoir, aussi en termes bâtimentaires. Mais il faut aussi avoir la question importante qui est celle des transports, puisque l'objectif aussi, eh bien, c'est de créer des établissements qui soient au plus près des centres de vie. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et on parle aujourd'hui de mathématiques. Alix, tu nous parles d'un labo de maths mis en place à l'école Jean Calat-Fernet, Voltaire, et ça se trouve dans l'Ain. Oui, tout à fait. Et cette initiative, c'est celle de Bénédicte Casal, la directrice de l'école, et d'Élodie Labache, enseignante dans l'établissement. Le projet a vu le jour en 2018, puis labellisé fin 2023 par le rectorat de Lyon. Les 2 consoeurs ont décidé de repenser la méthode traditionnelle d'enseignement des mathématiques en adoptant une approche plus ludique avec le Labomat. Cette initiative entend pallier le problème des classes surchargées et des différences de niveau qui en découlent. Dans ce laboratoire, l'accent est mis sur la recherche et l'accompagnement des élèves. 3 classes de CM1, CM2 participent à cette initiative où les élèves sont répartis dans différents ateliers tels que je cherche, je joue et je progresse. Et dans ce dernier atelier, ils s'auto-évaluent pour déterminer leur niveau de compréhension et décident eux-mêmes du moment où ils se sentent prêts à passer à l'évaluation. Et puis chaque semaine, un temps de régulation est prévu pour répondre aux besoins spécifiques des élèves ou revoir des notions, par exemple. Ce dispositif est désormais intégré à l'ensemble des cours de mathématiques de l'établissement et son succès est tel qu'une enseignante a même demandé à rejoindre l'école pour enseigner selon cette méthode. On écoute Élodie Labache, l'enseignante à l'initiative de ce dispositif. Ce dispositif s'appuie sur 7 points capitaux.
Le premier, c'est que c'est un projet innovant. Il a été labellisé par l'Académie de Lyon en 2023. Il a été également élu projet innovant de l'année dans cette académie. Ensuite, c'est un dispositif qui a des effets mesurables à la fois chez les élèves et chez les enseignants. C'est un dispositif qui place la situation de recherche, c'est-à-dire que la démarche expérimentale vraiment au cœur de l'enseignement. C'est un dispositif qui propose une organisation pédagogique en lien avec des ateliers. Je cherche, je m'entraîne, je progresse ou encore je joue. C'est un dispositif qui s'appuie également sur un aménagement de l'espace au service des apprentissages. Et c'est un dispositif qui intègre un système d'évaluation formatif qui implique les élèves. Et enfin, c'est un dispositif qui est partagé grâce à de nombreuses ressources et notamment un blog qui est disponible gratuitement pour tous les enseignants. Et comme l'affirme Élodie, depuis la mise en place de ce Labomat il y a 5 ans, les 2 collègues observent une amélioration des compétences mathématiques des élèves, notamment grâce aux évaluations à leur entrée en 6e. Et d'autres critères tels que l'engagement et la motivation des élèves sont également évalués et montrent des résultats positifs. C'est un dispositif que vous imaginez au collège, par exemple ? Alors écoutez, pourquoi pas, mais ça ne relève pas, C'est pas votre compétence, nous quoi. directement, Oui, voilà, bien ça sûr. relève de l'éducation nationale. Mais si ces dispositifs fonctionnent, sont, je dirais, efficaces, eh bien, pourquoi ne pas les tester en collège ? Je crois qu'il ne faut pas être fermé et toute action nouvelle en termes de pédagogie, eh bien, tentons-les. Vous avez la main en revanche sur, on en a parlé en début d'émission, sur l'architecture scolaire, effectivement, avec toutes ces rénovations. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de l'aspect cosmétique, est-ce que c'est une véritable plus-value sur le climat scolaire et sur la capacité des élèves à pouvoir apprendre aussi ? Le bien-être à l'école, au final ? Alors, dans l'aménagement des cours d'école, enfin des cours de collège, Ouais. dans la circulation des espaces, dans les lieux de vie, on voit que effectivement les besoins sont différents. On va livrer le prochain collège d'Ornay à la rentrée prochaine et on a équipé 3 classes avec du mobilier qui soit un peu plus interactif, qui soit plus modulable, voilà, pour s'adapter aussi, et puis s'adapter peut-être aux enseignants qui veulent proposer de nouvelles méthodes en fait d'enseignement, des choses qui soient peut-être plus participatives, permettre aux élèves de travailler dans des petits ateliers. Je crois que pour l'instant on ne l'a pas déployé dans d'autres collèges, mais effectivement on a toujours un volant mobilier dans notre plan. Et puis, s'il fonctionne, pourquoi pas le déployer dans d'autres collèges. Et vous êtes intéressé dans votre réflexion justement au sujet des toilettes, qui est un sujet ô combien important, qui fait souvent sourire, mais on sait qu'elles sont toujours engorgées et que de plus en plus d'élèves aujourd'hui rechignent à aller aux toilettes. Alors, ce point n'est absolument pas anecdotique, ça peut faire sourire, mais en fait, il est extrêmement J'avoue que ça fait toujours sourire, important. mais bon, quand on est au lycée, au collège... Oui, mais on et qu'on voit se qu'il y a retire toute beaucoup la de journée. jeunes, voilà, et puis c'est aussi le lieu parfois de tous les dangers, de lieux, voilà, pas de brimade, mais peut-être le lieu de dégradation, comme on le voit souvent. Et dans le référentiel bâtimentaire, on s'est vraiment posé la question de faire des toilettes, en fait, on va dire non garçon, non fille. Pour l'instant, on n'a encore pas franchi le pas. D'accord. On laisse encore les toilettes filles, les toilettes garçons. On verra comment aussi cela évolue au fil du Et ce temps. serait quoi la plus-value de ne plus distinguer les deux ? En fait, moi, j'arrive pas à le tester, en fait. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est bien d'avoir un côté fille, un côté garçon. Après, on verra comment cela évolue au fil du temps. Comment le département fait face aux problématiques concernant le harcèlement scolaire, même si encore une fois ça relève aussi de l'État ? Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et depuis 1 an et demi maintenant, on travaille avec l'Éducation nationale. On avait monté un groupe de pilotage qui associait tous les partenaires. Et on a commencé à déployer depuis le mois de février donc notre plan de lutte contre le harcèlement scolaire qui se décline en 2 axes, former et informer, et avec 3 cibles. Donc, notre personnel. Je vous ai dit, il y a plus de 500 agents qui travaillent au sein de nos collèges. Informer
et former les élèves de 5e. On a pris le niveau de 5e, donc ça représente à peu près 500 classes chez nous, et aussi une information des parents. Pourquoi les 5e ? Alors, on commence un nouveau cycle, en fait. On commence le cycle 4. Donc, on s'est dit fin du cycle 3, cycle 4, on commence. Les 6e, voilà, sont encore un petit peu jeunes quand ils rentrent. Et puis, 5e, ça commence à être à un niveau où on est peut-être un petit peu plus mature, où on prend peut-être plus d'habitude. Donc, voilà, c'est le niveau 5e qui a été pour l'instant fléché. Ça vient d'être mis en place, donc vous nous avez dit effectivement au mois de février. Il y a déjà des résultats ? Vous avez déjà pu le tester Alors, oui, tous nos agents seront formés d'ici le mois de juin. D'accord. Donc, l'objectif, c'est pas du tout de venir en concurrence avec l'éducation nationale, mais de venir en complémentarité avec notamment le programme phare, puisque tous nos agents sont formés à la préoccupation partagée. Donc, la même méthode qui est faite par les professeurs. Aujourd'hui, ce que l'on voit quand on a passé un marché avec une association qui s'appelle l'AVEMA, l'aide aux victimes de l'Ain, qui intervient dans les classes. C'est un temps qui dure environ 1 heure. Il y a un psychologue et une juriste qui interviennent. On voit certains élèves qui posent des... Enfin, la parole est très libre, qui posent des questions et après qui viennent voir en fait ces intervenants. Vous identifiez des personnes harcelées ? Et on identifie quand même des personnes, des cas à suivre. Et après, il y a un travail qui est fait, bien entendu, avec les professionnels de l'éducation nationale. Et ça, vous avez pu le monter sans problème, justement, en expliquant du coup à l'éducation nationale que c'était complémentaire. Tout à fait. Et pas en concurrence. Tout à fait. L'objectif, c'était bien ça, c'est être en complémentarité. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit une fatalité. On est tous là, tous les acteurs sont là pour agir. Et nos actions, elles sont collectives, elles sont partagées. Et puis, moi, ce que je regrette, malgré tout, c'est le soir, quand on fait des réunions d'information qui sont destinées aux parents, eh bien malheureusement, c'est le peu de mobilisation pour l'instant des parents. Mais je ne doute pas qu'avec peut-être une communication encore plus accentuée, eh bien les parents viennent écouter. Parce qu'ils n'ont pas conscience, d'après vous, de l'ampleur du phénomène ? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas l'expliquer, ou les parents peut-être se disent « Ah ben non, ça ne peut pas m'arriver ». Ouais. Mon fils ou ma fille n'est pas concerné. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, ça peut concerner tous les jeunes, tous les milieux, et que c'est pour ça qu'on se doit de former tous nos collégiens, que ce soit les collégiens qui sont actuellement dans nos collèges publics, aussi bien, et aussi dans nos collèges privés. Donc c'est une action qui se déploie sur tous nos collèges. Merci infiniment pour votre message et votre temps combien précieux. Véronique Baude, vice-présidente déléguée à la jeunesse, au collège, à l'éducation et à l'enseignement supérieur de l'Ain, conseillère départementale de canton du canton de Gex et première adjointe à la mairie de Divonne-les-Bains. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alix, on se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao.